Donc, bonsoir tout le monde. Donc, cette vidéo, c'est un résumé du premier cours de MEC 335. Donc, on a vu pour commencer un lien avec les cours qui ont été suivis MEC 111 et MEC 222. Donc, MEC 111 qui est la statique. On fait référence ici à la somme des forces qui est égale à MA, donc aucune force. La somme des forces est égale à zéro, ce qui implique euh, qu'il n'y a pas d'accélération. Donc, le fluide est statique, c'est essentiellement les forces de pression qui vont être équilibrées par les forces de gravité. Et si ces forces-là, la somme des forces n'est pas égale à zéro, donc à ce moment-là, on va avoir une accélération des particules de fluide et donc on va tomber dans la dynamique, ce qu'on verra dans les cours suivants. Donc, se rappeler aussi qu'on parle de mécanique des fluides, mais un fluide, ça inclut quoi? Ça inclut les gaz et les liquides, de l'air, de l'azote, de l'eau, n'importe quel liquide, n'importe quel gaz. Et c'est ce qu'on va avoir comme application durant tout au long de la session. Donc, on fera une discussion à savoir quand on considère qu'un gaz est compressible ou pas. Donc, on a vu certaines applications. Donc, les applications mécaniques des fluides, c'est très varié, que ce soit d'un point de vue aérodynamique, système de propulsion, système hydraulique, système d'écoulement en conduite, climatisation des circuits hydrauliques, par exemple. Donc, c'est très varié. C'est important d'être en mesure de reconnaître ces différentes applications-là. Donc, dans le cadre du cours, on a ce qu'on a vu. Donc, c'est essentiellement l'approche un peu plus macroscopique. Donc, on va faire le lien entre approche microscopique versus macroscopique, dimensions unités, donc c'est-à-dire l'homogénéité des équations, faire la différence entre c'est quoi une dimension et une unité, ça c'est très important. Les propriétés thermodynamiques, donc ratisser un peu plus large que juste la masse volumique, savoir comment on applique, comment on va venir calculer les différentes propriétés telles pression, vitesse du fluide, la viscosité qui va jouer un rôle important, viscosité cinématique, dynamique. Et après ça, on va faire un aperçu sur comment résoudre les équations, les problèmes typiques en mécanique des fluides. Donc, si on commence avec la définition d'un fluide, donc on fait la comparaison avec un solide. Donc, principale différence, un solide, lorsqu'on applique une force, en fait, on va avoir une certaine déformation. Donc, la particule solide va se déformer d'un angle bêta sous l'effet d'une force de cisaillement F. Alors qu'une particule de fluide, c'est pas la même chose. Il y a une différence fondamentale, c'est-à-dire que lorsqu'on applique une force constante sur une particule de fluide, alors la particule de fluide va se déformer continuellement. Donc, ce qu'on s'intéressera pas tant à la valeur de bêta, qui va varier dans le temps pour une force constante, mais c'est plutôt son taux de variation qui va nous intéresser. C'est ça qui va nous amener à établir les propriétés de viscosité d'un fluide en question. Donc, comme j'ai précisé, le mécanique des fluides, donc c'est tout ce qui a trait au liquide et au gaz. Donc, on avait fait une discussion comme quoi qu'en réalité, il pourrait y avoir un domaine un peu plus générique qui serait l'étude des milieux continus qui pourrait englober les solides, les liquides et les gaz. Donc, nous, comme on se concentre sur la partie fluide, donc à ce moment-là, on parle essentiellement de liquide et de gaz. Donc, ce qu'il faut comprendre dans ce qu'un gaz, c'est que les molécules sont distancées plus que dans le cas d'un liquide. Donc, les interactions vont être différentes, moins fortes dans le cas d'un gaz. Par contre, d'un point de vue de la mécanique des fluides, des équations fondamentales, il y a quand même beaucoup de similarités et les équations vont être ajustées en conséquence avec les propriétés qui vont varier entre un gaz et un fluide, mais sinon, ça reste que, au point de vue fondamental, c'est la même approche. Donc, pour ce qui est de l'approche macroscopique, ici, c'est important de bien comprendre le concept d'un milieu continu. Donc, on a dit que un gaz ou un liquide est formé de particules, de molécules. Donc, c'est sûr que si on a une approche qui est microscopique, donc à ce moment-là, il faut faire la distinction entre les molécules et le vide qu'il y a entre les molécules. C'est possible de faire une telle approche. Des fois, c'est même nécessaire. Par contre, dans les applications qu'on va voir cette session-ci, c'est essentiellement des milieux continus qu'on va considérer. C'est-à-dire que l'échelle de l'écoulement qui va nous intéresser est beaucoup plus grand que la distance entre les molécules. Et c'est une hypothèse essentielle pour qu'on puisse utiliser les outils mathématiques
qu'on a vues depuis le début de nos études, c'est-à-dire les dérivés et les intégrales. Donc, toutes les fonctions qu'on peut dériver ou intégrer doivent reposer sur le principe que ces fonctions-là sont continues. Et on ne fera pas exception dans la session, c'est-à-dire qu'on va assumer que les distributions de pression et de vitesse sont des fonctions continues, donc en tout point x, y, z, les propriétés sont définies. Donc, dimension unité, donc bien faire la différence entre une dimension. Donc, une dimension, ça nous donne quelle est la grandeur physique qu'on essaie de quantifier. Est-ce que c'est une longueur, une masse, une température, une pression? Alors que l'unité, c'est plutôt par quel moyen, ça va être quoi l'artifice mathématique qu'on va utiliser pour quantifier une certaine dimension. Et ça peut varier d'un système d'unité à l'autre, évidemment. Donc, si on utilise le système métrique ou impérial, donc on va avoir les mêmes dimensions, mais on n'aura pas les mêmes unités. Donc, dans le cadre du cours, on va se concentrer sur le système international, le système SI. Donc, quoique le système impérial est quand même beaucoup utilisé en industrie, mais d'un point de vue plus scientifique, c'est toujours plus facile de traiter le système international. Donc, pour ce qui est des dimensions, donc, encore une fois, les dimensions principales versus secondaires ou primaires versus secondaires. Donc, les dimensions principales, c'est surtout ça qui va nous intéresser dans la mesure où que ça va être à la base des différentes dimensions. Donc, la vitesse en tant que telle, c'est une dimension qui est secondaire parce que elle peut être exprimée en fonction d'une dimension de longueur et de temps. Euh, Ce qui est important avec tout ça, donc c'est assez de base et puis je crois que vous êtes quand même assez habitué de traiter la différence entre des dimensions et les unités. La principale application et ce qui est souvent source d'erreur, c'est de s'assurer que nos équations sont homogènes. Donc, si je demande quelle est la pression, quelles sont les unités de la pression, je crois que c'est assez intuitif de répondre que c'est mesuré en pascal. Par contre, si je demande quelles sont les unités de la constante dans la même équation ici, l'équation de Bernoulli, pour certains, ce ne sera pas intuitif. En réalité, on a besoin de savoir dans quel contexte on utilise cette constante-là pour déterminer quelles vont être les dimensions. Et par homogénéité de cette équation, on sait que le terme P, le terme 1/2 ρ v carré et le terme ρ gz, en plus de la constante, doivent avoir les mêmes unités, les mêmes dimensions. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que la constante ici doit forcément être aussi mesurée ou calculée en Pascal. Et donc, ça, c'est très important lorsqu'on donne une réponse finale dans un exercice, de s'assurer d'avoir toujours les bonnes unités, même si le terme en tant que tel est plus ou moins intuitif. Okay? Donc, on peut se baser sur un terme qu'on connaît qui est plus commun et en déduire les autres de la même équation sous prétexte que l'équation doit être homogène. Donc, pour ce qui est des propriétés thermodynamiques, ce qui est très important en mécanique des fluides, c'est de faire la différence entre une propriété qui est extensive versus une propriété qui est intensive. Donc, lorsqu'on fait nos calculs, lorsqu'on applique les notions fondamentales, si on a besoin de raisonner en termes de masse, en termes de quantité de mouvement, d'énergie, un principe de conservation de la masse, conservation de quantité de mouvement, conservation d'énergie, tout ça se base sur des propriétés qui sont extensives. Par contre, en mécanique des fluides, c'est pas très commode de manipuler des propriétés extensives. On a besoin de propriétés intensives. Et donc, c'est pour la raison qu'on a besoin de faire la distinction entre les deux. Propriété extensive, ça va dépendre de la masse. Donc, évidemment, si j'imagine la quantité, une certaine quantité d'eau dans un récipient, donc plus la quantité d'eau augmente, plus la masse va augmenter, plus la quantité de mouvement va augmenter si le liquide est en mouvement. Et par la même logique, l'énergie va augmenter également si j'augmente la quantité de masse. Par contre, si je double la quantité de liquide dans mon contenant, ça ne veut pas forcément dire que la température va augmenter. Donc, si je fais tout simplement diviser mon contenant en deux, la température va rester constante. Même chose pour la pression si je reste toujours avec le même volume. Et donc, une propriété intensive, ça va être une propriété qui va être indépendante de la masse. Et c'est ce qui va être surtout utilisé en mécanique des fluides parce qu'en mécanique des fluides, c'est très difficile de suivre la masse. Lorsqu'on fait une analyse,
des équations d'analyse du fluide en tant que tel dans une conduite ou dans une application concrète. Donc, il est quand même possible de prendre une propriété extensive et de la rendre intensive. Donc, on a vu que, par exemple, si je prends de la quantité de mouvement et que je l'analyse par unité de masse, ça donne quoi? Ça va donner de la vitesse. Et donc, en mécanique des fluides, on va utiliser de la vitesse et on va dire que c'est de la quantité de mouvement par unité de masse. Même chose pour l'énergie. L'énergie, on peut ramener ça à un ratio de joules par kilogramme. Donc, ça va être de l'énergie spécifique. Donc, en mécanique des fluides, on utilise des propriétés intensives, c'est-à-dire qu'on va prendre des quantités très importantes comme la masse, quantité de mouvement et énergie, et on va diviser ça par unité de masse. Et donc, ça va transformer cette propriété extensive-là en propriété intensive, et c'est ce qu'on va voir dans les équations éventuellement, au fur et à mesure qu'on va progresser dans la session. On va voir qu'on va manipuler principalement des quantités intensives. Donc, ici, c'est juste des exemples pour vous mettre un peu en contexte. Donc, on peut passer rapidement là-dessus. Peut-être un rappel ici, la densité, c'est bien une propriété sans unité, c'est-à-dire que c'est un ratio de la masse volumique du fluide en question divisé par celle de l'eau pure. Donc, à faire une distinction entre masse volumique et densité. Densité, c'est adimensionnel, alors que la masse volumique, c'est mesuré en kilogrammes par mètre cube. Parfait. Donc, ça, on avait fait cet exemple-là. Et ici, quelques mots sur l'incompressibilité. Donc, ici, on sait que d'un point de vue thermodynamique, la pression, température et masse volumique sont liées. Euh, Par contre, on peut montrer que dans la plupart des applications, il y a une faible variation de masse volumique, même si la pression varie significativement. Donc, tout dépend dans quel contexte on se trouve. On va se donner des mesures un peu plus euh, objectives pour être en mesure de déterminer si oui ou non notre écoulement est compressible ou pas. Mais dans le contexte du cours, on va traiter des écoulements incompressibles. Donc, pour ça, donner une idée ici de la densité de différents fluides. Donc, vous pouvez vous référer au tableau. Donc, quelques mots supplémentaires sur l'incompressibilité des fluides. Donc, on peut montrer, éventuellement, on donnera une définition un peu plus formelle de ce qu'est le nombre de Mach, mais essentiellement, c'est un ratio entre une vitesse locale dans un écoulement avec celle de la vitesse du son. Donc, lorsque ce ratio est inférieur à 0,3, donc lorsqu'on est inférieur à 30% de la vitesse du son, c'est un critère accepté dans la littérature pour déterminer que l'écoulement est incompressible. Donc, au-delà de 0,3, on suggère de considérer les effets de la variation de la masse volumique dans nos calculs, ce qui va significativement augmenter la complexité des calculs. Donc, d'où l'intérêt de savoir bien simplifier l'analyse lorsqu'on notre écoulement le permet, qu'on est à relativement basse vitesse. Et notez aussi que le nombre de Mach est calculé en se basant avec la vitesse du son local. Donc, la vitesse du son, si on se rappelle la thermo, hein, ça dépend aussi de la température. C'est racine carrée de gamma RT. Donc, en fonction de la température, des fluctuations de température, on peut avoir une variation de vitesse du son. Et donc, pour une même vitesse locale, on peut avoir différentes vitesses, différents nombres de Mach. OK. Donc, viscosité, donc on avait déjà dit comme quoi on a la déformation en mécanique des fluides qui nous intéresse. Donc, bêta en tant que tel, c'est pas une quantité qui nous intéresse, c'est surtout la variation de bêta dans le temps lorsqu'une particule de fluide est exposée à une force de cisaillement F. Et donc, on va se rendre compte que justement ce taux de déformation-là, comment bêta varie dans le temps, d bêta dt, va dépendre des propriétés du fluide. Okay? Donc, ça va être en lien direct avec la viscosité. OK. Donc, on avait fait cette analyse-là plus en détail dans le cours, donc j'y vais relativement vite ici dans le résumé. Donc, si on considère l'écoulement en deux plaques planes, on a un profil de vitesse linéaire et avec les conditions limites. Donc, on sait que le fluide doit adhérer aux parois. Donc, ça veut dire que
plaque inférieure, qui est fixe, on a une vitesse U égale à 0, alors que la plaque supérieure qui est en déplacement a une vitesse grand V. Donc, la vitesse locale du fluide à la paroi supérieure va être U égale grand V. Et donc, connaissant ces conditions aux limites, connaissant le fait que dans le cas particulier ici, on a une distribution de vitesse linéaire, on est capable d'extraire l'équation U fonction de Y. Et à partir de là, on est en mesure de déterminer notre équation. Donc, on sait également, avec une analyse trigonométrique qu'on a faite plus en détail, on est en mesure de montrer que la variation de l'angle bêta est directement liée à la variation spatiale de vitesse. Et donc, un des premiers résultats qu'on a obtenus dans ce cours, c'était de dire que d bêta dt était égal à du dy. Du dy fait directement référence au gradient de vitesse. Ici, on est en 1d seulement, donc on a une vitesse uniquement qui varie dans la direction y. Et on sait que par des manipulations expérimentales, ce gradient de vitesse-là, ou en fait le taux de déformation d bêta dt, est proportionnel au cisaillement mesuré entre deux plaques planes. Et donc, ce facteur de proportion est le coefficient mu, et ce coefficient-là, ici, c'est notre viscosité dynamique, qui se mesure en kilogrammes par mètre seconde. Okay? Donc, l'équation taux égale mu fois du dy, c'est une équation qui est extrêmement importante. On va se référer à cette équation-là lorsqu'on va commencer l'analyse de mise en situation, d'application. Donc, c'est ce qui fait le lien entre une variation de vitesse et le cisaillement appliqué à une particule. Donc, ce cisaillement-là, la plupart du temps, va être constant. Donc, on le voit ici que si on fait varier le cisaillement en fonction du taux de déformation, on obtient une droite, et la pente de cette droite-là correspond exactement au coefficient de viscosité dynamique. Donc ici, pour des valeurs typiques, vous pouvez vous référer à ce tableau-là ici. Donc, évidemment, on s'attend à ce que des substances comme le miel, l'huile à moteur, le mercure, pas nécessairement le mercure, mais tout ce qui est huile va être forcément plus visqueux, alors que les gaz et l'ammoniac, par exemple, vont être peu visqueux. Donc, qu'est-ce qui arrive si on n'a pas une relation linéaire qui caractérise notre fluide? Bien, à ce moment-là, on se dirige vers un fluide qui est non newtonien. Donc, la condition pour avoir un fluide newtonien, c'est non seulement que la relation entre le cisaillement et le taux de déformation doit être linéaire, mais ce cisaillement-là doit être nul s'il n'y a pas de déformation. S'il n'y a pas de taux, si le taux de déformation est nul. Donc, si le coefficient, si la viscosité varie en fonction du taux de déformation, donc on va se retrouver dans des cas non newtoniens, pseudo-plastiques ou des fluides dilatants. Et ici, on a quand même une viscosité qui est constante, mais non nulle lorsqu'on n'a aucun taux de déformation. Ben à ce moment-là, on se retrouve plus dans des situations où on a des matériaux qui s'apparentent plus à des plastiques en fusion. Donc, autre critère qui est important à reconnaître lorsqu'on regarde un écoulement sur une plaque plane ou sur une surface solide, on a déjà glissé un mot précédemment avec nos conditions limites lorsqu'on étudiait l'écoulement de plaque plane, c'est la condition de non-glissement. Donc, en mécanique des fluides, lorsqu'on considère les effets visqueux, ça implique toujours que le fluide adhère à la paroi. Donc, c'est sûr que si la paroi se déplace à une certaine vitesse, le fluide va se déplacer à la même vitesse que la paroi. Donc, le fluide adhère à la paroi. Donc, la particule de fluide qui est adjacente à la paroi va toujours se déplacer à la vitesse de la paroi. Donc, ça, c'est important. Et ça met en évidence comme quoi que si on a une paroi qui est fixe, ou même si on a un profil similaire à un profil d'aile d'avion, par exemple, on va observer que le fluide adhère à la paroi. Et plus on s'éloigne de cette paroi-là, plus la vitesse du fluide va augmenter. Donc, ça va donner un gradient de vitesse. Et ce gradient de vitesse, on vient juste de voir, ça implique un taux de déformation des particules. Et ce taux de déformation-là des particules, combiné avec la viscosité dynamique, qui est une propriété du fluide,
va amener un cisaillement. Okay? Donc, c'est essentiellement le mécanisme derrière la traînée des avions. Le fluide adhère au revêtement de l'avion. Un gradient de vitesse se crée à la proximité de la surface de l'avion, que ce soit l'aile ou le fuselage. Et ce gradient de vitesse-là va entraîner un cisaillement. Ce cisaillement-là peut être traduit en une force de traînée mesurée en newton. Parfait. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est souvent le cisaillement à la paroi. Donc, lorsqu'on évalue des U, des Y à Y égale à 0, mais il faut prendre note, comme quoi le cisaillement, c'est quelque chose qui peut se produire n'importe où dans le fluide, mais dans les applications, souvent, ce qui va nous intéresser, c'est le cisaillement à la paroi qu'on va noter taux W pour le cisaillement à la paroi ou W pour wall. Il faut faire attention que le cisaillement à la paroi doit être obtenu lorsqu'on vient évaluer le gradient de vitesse à la paroi. Donc, on détermine dans un premier temps le profil de vitesse, on le dérive et on vient évaluer cette dérivée-là à y égale 0. Ici, ça sous-entend qu'y égale 0, c'est à la paroi. Donc, il faut faire attention de comment notre système d'axe est positionné par rapport au fluide. L'important, c'est d'avoir le gradient de vitesse à la paroi. Et peut-être commentaire. Donc, on a fait un exemple d'un écoulement de deux plaques planes. Dans ce cas particulier, on avait un écoulement linéaire, un profil de vitesse linéaire qui nous a amené à un gradient constant. Dans la pratique, c'est rarement un profil de vitesse linéaire qu'on va avoir. Donc, on doit s'attendre à avoir un profil parabolique, par exemple, dans un écoulement qui va être dans une conduite. Sous certaines conditions, ça va être un écoulement parabolique. Mais il ne faut pas prendre pour acquis qu'on a toujours un écoulement qui est linéaire. Okay? Donc, il faut faire attention de ne pas sursimplifier notre mise en situation. Okay? Donc, toujours se poser la question, comment je fais pour déterminer mon profil de vitesse et après ça, appliquer l'équation du signe. Donc, pour le résumé, donc, on va aller tout de suite ici à la résolution des problèmes. Donc, rappel comme quoi que c'est très important lorsque vous faites une résolution de problème, que ce soit en TP, mais surtout dans un examen, de bien détailler sa démarche. Il faut comprendre que s'il y a une erreur d'intention dans votre démarche, ce que moi je vais évaluer, c'est votre démarche et non pas la valeur finale. La valeur finale, c'est sûr que c'est une certaine importance, mais dans un contexte d'évaluation, le plus important, c'est de savoir euh, quel est votre niveau de compréhension et ça va être évalué en analysant les détails de votre démarche. Et donc, ça veut dire que vous devez clairement commencer en rédigeant les équations que vous utilisez, clairement montrer les manipulations algébriques que vous faites et uniquement par la suite, vous substituez les valeurs numériques dans les équations. Donc, la partie évaluation, analyse numérique, ça se fait vraiment à la fin et on y accorde un minimum de points, alors que la majorité des points vont être dédiés à la démarche, le choix des équations à considérer pour un problème en question, comment vous avez manipulé les équations, comment vous avez fait les hypothèses simplificatrices, et c'est uniquement par la suite qu'on passe à l'évaluation numérique. Parfait, donc ça, on a fait cet exemple ensemble, donc pas besoin d'y revenir. Et voilà, donc ça c'était le résumé du cours 1. N'hésitez pas, je vous conseille fortement de faire ce genre d'exercice-là. Il est à moitié résolu ici pour vous donner un peu une idée de comment procéder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et ça, c'est ce qui complète notre résumé du premier cours.